Christophe Jaffrelot à nouveau. À moins que... Bon, Racine et puis Jaffrelot ensuite alors. C'est une question difficile que vous posez sur la sagesse du peuple, hein, parce que on devine bien que c'est une question légitime et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'ingénisme. Mais il faut se rappeler qu'en 2014, le BJP a eu, donc, comme il a été dit pour la première fois depuis 30 ans, la majorité absolue avec 31% des voix. C'est pour ça que c'est si difficile de faire des pronostics pour les élections indiennes. Parce que comme c'est un système à un tour, si vous avez 6 candidats dont le premier arrive avec 18% des voix et le deuxième 16, etc., c'est celui qui a 18% des voix qui a le siège. Et là, on retombe sur la question, la sagesse voudrait qu'il y ait des coalitions. Quand on regarde ce qui est sorti récemment par Locknity, qui est donc... c'est pas un institut de sondage en fait, hein, ce sont des universitaires du CSDS à Delhi qui ont monté ça. Ça fonctionne comme un institut de sondage. Alors les sondages en Inde, dans un pays d'1,3 milliard d'habitants, vous imaginez que c'est quand même un peu délicat. Mais moi, ce qui m'a frappé en voyant leur dernière étude, c'est que les conclusions qui sont tirées des chiffres sont quand même très aléatoires. Les chiffres sont en faveur de Modi. Quand on demande aux gens pour qui vous allez voter, avec des fluctuations, hein, ceux qui sont au courant des frappes sur le Pakistan votent plus pour Modi que ceux qui ne sont pas au courant. Mais en même temps, quand on demande quelles sont les questions essentielles pour vous, c'est emploi, développement, etc. Donc, c'est vraiment très difficile de dire s'il existe une sagesse du peuple indien. Et là, on retombe en fait sur une question bien plus large. Comment fonctionnent ce qu'on appelle les démocraties illibérales ? Je ne suis pas en train de dire que l'Inde est devenue une démocratie illibérale, parce que je n'ai pas encore lu le livre de Christophe. Mais le vote ne fait pas tout. Et c'est là où on retrouve la distinction qui a été faite entre le politique d'un côté et puis les mouvements idéologiques et sociaux en dehors de l'exercice démocratique qu'est l'élection. Alors j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu clairement à votre question, mais je pense que vous comprenez pourquoi. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très difficile d'interpréter ce qui prend le nom de sondage, d'autant plus que, et je souscris à ce qui vient d'être dit, très vraisemblablement, ça va se décider après les élections. Donc, la question centrale, ça va être de savoir combien de sages indiens auront donné leur voix au BJP, et quelle sera, si on considère qu'on nous annonce maintenant que le BJP devrait venir en tête, mais pas forcément avec une majorité. Donc c'est là où les choses vont vraiment se poser. Et il faudra attendre le 23 mai pour confirmer la sagesse ou pas, mais il y a peut-être dans la salle des gens qui considèrent que la sagesse consiste à voter pour Modi. Si je peux me permettre de rajouter juste un élément qui peut justement permettre d'argumenter en faveur, c'est que juste un chiffre en fait, c'est dans les 4 premières années du mandat de Narendra Modi, les dépenses gouvernementales liées aux différents programmes, donc Startup India, Smart Cities, Ayushman Bharat plus récemment, l'équivalent de dépenses de 10 ans de mandat du Congrès précédemment, en 4 ans de mandat de Modi. La question que
tu poses, c'est celle du vote rural. En fait, c'est ça. Parce que le vote urbain, on le cerne. Et effectivement, les études, elles sont surtout tirées de cela. Et puis, on peut imaginer la culture politique qui se développe dans les villes. Dans les campagnes, il peut y avoir des sacrées surprises. Un exemple, en décembre dernier, qui aurait prévu que le Chhattisgarh enverrait 60% des députés de l'État Congrès? Eux-mêmes étaient les premiers surpris. Le Chhattisgarh a basculé et Raman Singh s'est retrouvé le chief minister après 15 années de gouvernement, privé de majorité, mais des 2/3. Donc ça, c'est un point important. Et alors ça renvoie à la question des sondages. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut faire dire à un paysan ce qu'il fera lors de son élection, sachant qu'en plus de ça, ils nous disent qu'ils votent, qu'ils décident la veille ou le jour même? Et deuxièmement, il y a une peur aujourd'hui qui est telle qu'on préfère ne pas prendre de risques et dire qu'évidemment c'est Modi qu'on va soutenir. Donc la question c'est qu'est-ce qui reste de l'isoloir, hein, parce que si l'isoloir est toujours aussi secret et si les voting machines sont toujours aussi sûres, eh bien on va peut-être avoir des surprises. Et ça c'est ce que les dernières élections nous ont révélé. Encore une fois, Chhattisgarh et même Madhya Pradesh, qui aurait pensé que Madhya Pradesh basculerait du Congrès? Ils ont remporté 3 États alors que seul le Rajasthan était promis au Congrès. Voilà. Et alors ça, c'est une question qui renvoie à la réalité de la situation dans le monde rural, et notamment suite à plusieurs années de crise économique pour le monde paysan. Qu'est-ce qu'on peut en dire de la situation des agriculteurs qui représentent quand même encore facilement 40% de la population indienne? L'agriculture en... Ça marche? L'agriculture en Inde... Peut-être parler un peu plus fort. On me dit au fond de la salle qu'on n'entend pas toujours. Ouais. Donc l'agriculture en Inde, c'est encore quasiment 50% de l'emploi. Population rurale, 70% de la population totale. Donc on est dans des chiffres complètement fous. La question près quand même, c'est comment on définit une zone rurale qui en Inde, c'est toujours une question un peu compliquée. Mais bon, alors, donc ça, c'est le chiffre de base. Alors, il y a une profonde crise agricole qui ne date pas que, en fait, de ce gouvernement. Une question clé, c'est quand même une espèce de fragmentation des sols qui est liée en particulier à des lois sur l'héritage qui fait que ça ne peut pas s'améliorer, quoi, j'ai envie de dire, tant qu'on n'aura pas réfléchi sur... les titres de propriété, la cession des titres de propriété, c'est une vraie question. Bon, cela dit, je vais me faire l'avocat du diable ici. Il y a eu quelques réformes pendant le gouvernement en cours qui ont, en tout cas, permis un meilleur accès au marché. Hein. Tout ce qui était un accès plus direct des paysans à leur marché et la volonté d'unifier un petit peu les marchés agricoles. Donc c'est une chose qui va dans la bonne direction, mais bon, clairement pas assez loin. Ce qu'on voit, c'est vraiment un effondrement du salaire dans les zones rurales et du salaire des travailleurs agricoles qui est notable, quoi, et qui se traduit actuellement par une chute de la consommation dans les zones rurales. Et c'est un vrai problème, quoi. Oui. Et la réponse en ligne, c'est actuellement la proposition d'un côté du BJP de créer un complément de revenus dans les zones rurales uniquement, ce qui pose question de savoir si on veut vraiment maintenir ces gens dans les zones rurales, puisqu'on ne peut pas leur donner des emplois, parce que les terres sont trop petites, ou de l'autre côté, la proposition du Congrès de créer un revenu minimum pour tout le monde, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc c'est un peu les thèmes du débat, mais il me semble inévitable qu'il y ait une transition démographique des campagnes vers les villes à un moment, et je pense qu'il faut mettre en place les conditions économiques, c'est-à-dire la question des droits sur le sol, la question de l'accès au marché, mais il faut faire en sorte que l'agriculture en Inde soit plus productive et qu'on parvienne à une augmentation de la taille des exploitations. Juste un chiffre pour illustrer ce dernier point de mémoire, plus de 80%
des exploitations agricoles indiennes font moins de 2 hectares. Donc vous imaginez, et sur une ferme de 1 à 2 hectares, on fait vivre une famille entière. Donc vous voyez le niveau de productivité agricole que ça représente. Ma question, c'est par rapport aux airstrikes sur le Pakistan et l'effet sur l'élection indienne. Mais je vais juste rajouter quelque chose avant le Palwama. Parce qu'à ce moment-là, dans les débats ou sur les chaînes, sur les journaux, et avant ça, la défaite dans les 5 grands États, la défaite de Modi. Et après, on avait des scandales, normalement le scandale de Raphaël. Et après, voilà, comme vous avez dit, que voilà, il a des promis de 300 millions de jobs. Et après, il a donné à peu près 600 millions à Ambani. Et il y a des autres choses aussi, mais c'est surtout sur ça avec le Congrès. Et ça, c'est sur les chaînes. Mais après le Palwama, ça tourne vers le média, et le média, ça change tous les sujets, et qui voilà, attaque le Pakistan. Moi, je pense que normalement, le média indien, il a joué un grand rôle pour l'attaque, le Pakistan. Et après l'attaque, on a vu dans les débats, surtout que voilà, le BJP, il a dit que voilà, c'est le seul parti qui a attaqué le Pakistan, qu'on a fait les surgical strikes avant, et après maintenant on a fait encore des airstrikes, et qu'avant c'était normalement dans l'Azad Kashmir, mais que maintenant dans le territoire pakistanais. Et après, on a vu que le Congrès aussi, il a un peu arrêté des autres trucs, et il a dit que nous, vous avez fait 5 et que nous, on a fait 8 attaques sur le Pakistan, et que nous, on a pensé que normalement, les attaques sur le Pakistan, ils jouent un grand rôle. C'est-à-dire même l'éducation, la santé, le développement. Il y a beaucoup de choses qui, si on compte, la pauvreté et tout, ça compte pas trop, mais si à la fin du gouvernement et que normalement on a l'élection, donc soit faire une attaque airstrike sur le Pakistan, ou voilà, soit faire un conflit entre le Pakistan et l'Inde, et ça va jouer un grand rôle. Donc le grade de Modi, ça a été avant le Palwama, ça a été tombé gravement, mais que là on voit que quand même ça a changé. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, voilà, est-ce que ça va jouer un grand rôle pour BJP ou pour le Congrès? Alors. Oui, c'est évidemment difficile d'avoir une opinion ferme là-dessus. Moi, j'aurais tendance à penser que surjouer la carte du patriotisme, ça va convaincre ceux qui étaient déjà pro-BJP. Mais c'est une pure impression. On sait, encore une fois, quel crédit donner au sondage, qu'il y a eu une remontée. C'est vrai, comme vous l'avez dit, que le Congrès a essayé de rattraper un peu ses premières positions parce que, évidemment, Modi est un vrai politique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, lui et les gens autour de lui, très habile à, j'allais dire, manipuler l'information. C'est pas seulement manipuler l'information, c'est de la tactique politique. Donc il a vu tout de suite la porte qui s'ouvrait pour lui quand une partie de l'opposition ou une partie des journalistes ont dit « Mais est-ce que les frappes sur Balakot, sur le territoire pakistanais, est-ce que ça a vraiment eu le résultat que vous nous dites ?» Alors ça, on peut disserter, hein, c'est Reuters
qui a fait diffuser les images des photos satellites en disant apparemment sur le camp en question, il ne s'est pas passé grand-chose. Évidemment, les Pakistanais ont dit pas du tout, il n'y a pas eu d'attaque, ils sont venus, on les a pourchassés, etc. Mais moi, ce qui me frappe, c'est la capacité du BJP à retourner les critiques. Et là, on passe sur quelque chose qu'on a déjà vu dans un plan différent des relations indo-pakistanaises, mais qu'on a vu sur le campus de GNU, à savoir quiconque critique est un anti-patriote. Donc la question est, est-ce qu'un tel schéma peut convaincre des électeurs au-delà de ceux qui sont déjà des pro-Modi ou des pro-BJP? On a tout un discours qui a quand même conduit le Parti du Congrès à être un peu plus modéré dans les points d'interrogation qu'ils mettaient là-dessus, parce qu'ils ont bien senti que entre la réalité de ce qui s'est passé, qu'on ne connaît pas vraiment, et le jeu de propagande, contre-propagande d'un parti et de l'autre, eh bien, pour que le sage électeur s'y retrouve, ça ne sera pas très simple. Mais c'est vrai que cet épisode arrive au bon moment. Et c'est pour ça qu'il y a quelques esprits malvenus, dont en demi-teinte Mamata Banerjee, qui a posé la question. Mais là, on entre dans les incertitudes totales qui font partie des campagnes électorales. Nous approchons de la fin de notre séance. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions, mais très brèves, s'il vous plaît. Bon, alors je m'excuse par avance pour ma question qui est un peu vaste. Elle porte sur les relations Union européenne et Inde. Et donc pour replacer la conférence dans ce contexte, qui tout double pour Narendra Modi, est-ce que les élections et ces résultats changeront quelque chose, que ce soit Narendra Modi ou non, pour l'Union européenne? Et est-ce que l'on peut parler de l'Union européenne en tant qu'entité politique coordonnée dans ses relations avec l'Inde, outre les relations commerciales? Merci. Pour Modi, l'Union européenne existe essentiellement en tant que marché commun qui a protégé ses agriculteurs. Donc ça a été un contentieux entre l'Inde et l'Union européenne de longue date. Et pour le reste, la stratégie de Modi, c'est de reconnaître en Europe quelques pays clés, France, Grande-Bretagne, Allemagne, mais pas nécessairement de passer par Bruxelles à chaque fois qu'il vient en Europe. À l'inverse, au sein des instances de l'Union européenne, il faut distinguer ce qu'est la position de la Commission de ce qu'est par exemple la position du Parlement. Quand on étudie les relations entre l'Union européenne, l'Inde et le Pakistan et la question du Cachemire, on voit très bien que moins on parle du Cachemire à Bruxelles, mieux ça vaut. Alors que dans les réunions du Parlement européen, où il y a un lobby pro-pakistanais important, qui sont des membres du Parlement élus dans les circonscriptions britanniques, où il y a une forte diaspora d'origine pakistanaise, là, il peut y avoir des questions qui sont posées sur la question des droits de l'homme au Cachemire, la politique qui est suivie, etc. Mais sinon, l'Union européenne voit essentiellement l'Inde comme étant une puissance économique. Et là, ce qui vient d'être dit sur la montée en puissance de l'Inde, il faut quand même rappeler, au passage, que cette année,
si on en croit les statistiques du FMI, celles de la Banque mondiale seront peut-être un peu différentes, mais ça reporterait à l'année prochaine. L'Inde a dépassé la France et va donc dépasser ou a déjà dépassé les États-Unis pour devenir la 5e puissance économique mondiale. C'était prévu puisque, en termes je parle sous votre contrôle, en termes de PNB, Inde, France et Royaume-Uni sont dans un mouchoir de poche. Donc quand vous avez un pays à 7% de croissance, il est fatal qu'il va dépasser les 2 autres. Donc ça, c'est en train de se faire. Et ça, c'est évidemment intéressant pour l'Union européenne, et c'était du reste un des arguments des partisans du Brexit. En disant, mais pourquoi s'embêter avec l'Union européenne, puisque nous, on a le Commonwealth, et dans le Commonwealth, il y a des États qui marchent, on va renouer des liens directs avec l'Inde et avec bien d'autres. Donc, je ne veux pas être trop long, mais il ne devrait pas y avoir de changement majeur dans la politique européenne vis-à-vis de l'Inde, quel que soit le résultat des élections. Mais sur ce sujet, si je peux évoquer un souvenir personnel, pendant les 7 années que j'ai passées à Delhi, à peu près chaque année, j'ai été amené à faire un article sur la reprise imminente des négociations de l'immense accord de libre-échange qui était discuté entre l'Union européenne et l'Inde. Au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que je pouvais faire un copier-coller de mon article de l'année précédente. Et là, j'ai quitté l'Inde depuis maintenant 2 ou 3 ans. Je pourrais continuer à faire le même article. C'est un dossier qui n'avance absolument pas, mais absolument pas depuis maintenant au moins 10 ans. Il y a un nouveau sujet pour Patrick. Le sujet, il est lié non pas aux négociations commerciales, mais aux relations avec les accords portant sur l'investissement direct à l'étranger. En fait, l'Inde avait des accords avec les pays individuels et a dénoncé ces accords. Et ça devient très difficile pour chacun des pays de renouer des relations avec l'Inde parce que maintenant, ces choses-là sont négociées au niveau de la Commission européenne. Donc c'est une vraie question, en tout cas pour les pays de l'Union européenne, dans comment on sécurise les investissements directs étrangers en provenance de l'Union européenne. Et c'est un vrai sujet pour ces pays-là. Dernière question. Bonjour à tous. Je voulais continuer avec la sagesse indienne. En fait, effectivement, il y a des diaspora indiens en France qui soutiennent le Premier ministre Modi. Et effectivement, il y a des personnes ici qui s'impliquent dans l'élection. Donc, si dans la salle ici, il y a des Indiens qui soutiennent la Modi qui voulaient venir parler avec moi après la conférence, vous êtes bienvenus. Pas de problème, on est d'accord. C'est notre démocratie, on est bien d'accord. Deuxième chose, en fait, effectivement, oui, BJP a remporté l'élection 2014 avec 30, quelque chose pour Sudèche de voix. Mais par contre, avec la NDA, c'est les alliés de BJP, ils ont eu 32, quelque chose pour sondage. Et en Inde, jusqu'à aujourd'hui, depuis la première élection, jusqu'en 2014, il n'y a aucun parti politique qui a eu plus de 50% des voix. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je crois qu'il est temps de terminer ce débat. Merci à tous d'être venus si nombreux. Et,